Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler des guichets d'innovation défense France et Europe et plus particulièrement les dispositifs rapides Astrid et Fonds européen de défense. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une convention stratégique que nous avons avec la DGA, convention qui se matérialise par la signature d'une convention de partenariat que nous avons reconduite cette année pour la 3e année. Dans cette convention, nous avons donc une mission de favoriser l'émergence de projets collaboratifs qui adressent le sujet de la défense. C'est donc dans ce cadre que nous vous proposons aujourd'hui ce webinaire. Webinaire à deux voix. Première partie animé par Tony Mindron, notre directeur micro-nano-électronique. Tony va nous parler des deux dispositifs que sont Astrid et Rapide. Et ensuite, place à Laure Quintin, notre directrice Europe, qui va, elle, vous détailler le dispositif Fonds européen de défense. Et à l'issue de la présentation, vous aurez aussi la représentation du parcours d'accompagnement minalogique sur les guichets de financement. Je laisse tout de suite la parole à Tony. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Nathalie pour la présentation. Donc, avant de démarrer précisément sur les deux guichets dont il s'agit, donc le Rapide et l'Astrid, je voulais juste resensibiliser l'audience ici à la procédure défense du guichet unique. Alors, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de ça. Alors, je vais partager l'onglet correspondant. Voilà. C'est ce qui permet en fait d'introduire l'identification des entreprises auprès de l'Agence Innovation Défense avant d'aller chercher les guichets de financement dont on va parler après. Donc typiquement, vous êtes une PME, vous n'êtes pas encore identifié auprès de la défense au sens large, on va dire DGA/AID. On passe donc par le site de l'Agence Innovation Défense pour se faire identifier. Donc, par exemple, je suis CEO d'une PME et je veux aller m'identifier sur le guichet unique. Donc, voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, l'idée était de vous montrer un peu la procédure en live. Donc, je suis sur le site de l'AID. Je vais sur « Déposer votre projet guichet unique ». Voilà. Et là, vous voyez que ce guichet unique est le point d'entrée pour les entreprises qui souhaitent se faire connaître et proposer spontanément leurs projets et solutions. Donc ça, c'est une démarche qui est mise en place depuis quelques années, mais on va dire la période post-Covid, par la défense, justement, pour vous identifier. Donc typiquement, vous arrivez sur cette page, et la première chose à faire, avant de demander quoi que ce soit comme guichet, c'est de manifester votre intérêt pour être partenaire d'innovation avec le MINARM en faisant connaître vos activités et vos compétences. Donc typiquement, vous allez vous référencer. Donc, je vais cliquer, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que vous allez voir mon... Si, je pense que vous allez voir l'onglet, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il faut commencer à rentrer ce formulaire dans un portail de candidature. Ça, c'est la première chose à faire pour vous identifier. Ensuite, si vous avez déjà un projet en tête pour lequel vous souhaiteriez aller chercher, par exemple, un financement rapide, en fait, il faut le déposer en cliquant sur « Dépôt de projet ». J'espère que vous voyez toujours bien. Voilà. Et vous suivez donc une procédure de dépôt à travers un formulaire simplifié, on va dire, voilà, avec des identifiants type France Connect, hein, de manière très administrativement française. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réserver un créneau téléphonique, un créneau d'entretien téléphonique avec une personne de la défense qui pourra aussi écouter votre proposition. OK. Donc, je vais revenir sur la présentation. J'espère que c'est toujours bon. Oui, voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça,
C'est la première chose à faire si vous n'êtes pas du tout identifié auprès de la défense. Suite à ça, donc, vous allez pouvoir discuter avec la défense. Alors, c'est un process qui est quand même globalement pas opaque, mais on va dire que lorsque vous rentrez en contact avec la défense, vous allez avoir quelques interlocuteurs qui vont prendre attache avec vous, et ensuite vous allez finalement, de fil en aiguille, arriver à des personnes décisionnaires quelque part, qui vont pouvoir ensuite vous aiguiller et vous dire, bon, vous devriez déposer votre projet, par exemple, sur un guichet rapide. Voilà. On va voir qu'il existe d'autres types de guichets qui adressent différents domaines technologiques et différents niveaux de maturité technologique. On va revenir dessus après. Mais pour ce qui est des guichets dont on parle aujourd'hui, en ce qui concerne le régime d'appui pour l'innovation duale, qui est le RAPID, voilà. Donc pour une entreprise de type PME, donc c'est un dispositif de subvention qui est doté à peu près d'une enveloppe de 50 millions d'euros par an. Il y a un taux d'aide qui varie entre 25 et 80%. Alors, pour ceux qui connaissent les appels à projets type France 2030, nationaux ou régionaux, type les IDEMO, les Innov ou d'autres appels à projets, on va dire civils, plus communs, on connaît des taux de subvention qui sont fixés en fonction de la taille de la PME, si c'est une TPE, une PME, une ETI, le taux de subvention varie. C'est la même chose ici, mais il est vrai que le taux d'aide, il va plutôt varier en fonction de l'intérêt de l'innovation, du niveau de rupture de l'innovation. Il y a moins de règles qui correspondent à la taille des entreprises. Voilà. Donc c'est un peu plus, pas opaque, mais c'est un peu plus ouvert, et ça fait partie des choses qui sont discutées avec les interlocuteurs de la défense. Donc les critères d'éligibilité sont des TRL très larges finalement, parce que ça va de 3 à 7. Alors 3, c'est quasiment du niveau du laboratoire, c'est la fin d'une thèse, quelque part, hein, dans un labo. Et le développement expérimental jusqu'à 7, ben, on est déjà un POC pré-industriel. Donc voilà, ça balaye quand même une gamme de TRL assez large. Il faut que ça adresse des perspectives duales, c'est-à-dire que il y aura une application civile et militaire, entendu aussi que l'application militaire dont pourrait avoir besoin donc la défense n'est pas limitante pour l'utilisation et la vente par la PME dans le civil par ailleurs. Ça va pas forcément, ça c'est des questions qu'on a eues par le passé, c'est si je vais sur un guichet comme ça, j'ai une idée d'innovation, la défense risque de tirer en fait la couverture à elle et dire ben voilà, ce que vous proposez, je le garde pour moi et je ne pourrais pas l'utiliser pour le vendre et augmenter mon chiffre d'affaires dans le civil. En général, ça se passe pas comme ça, donc il faut surtout pas hésiter. L'application duale est vraiment là, et je pense qu'il faut pas que ce soit un frein pour la PME de se dire si je vais chez les kakis entre guillemets, je vais me bloquer pour ma vente au niveau sur les applications civiles. En fait, non. Alors, le projet peut être multipartenaire, mais ça peut être aussi monopartenaire. Voilà, donc les critères de sélection, c'est fort caractère d'innovation, avec des levées de verrou techniques, technologiques, dépassement de l'état de l'art, hein, voilà, comme toujours. Donc, en général, nous, comme on est labellisé par la défense, on est financé, enfin, par la défense, on a une convention avec la défense, on accompagne en général ce type de projet, comme on le verra à la fin, et on peut décerner un label. Alors le projet Astrid, donc qui est un projet différent du RAPID, qui est l'accompagnement spécifique des travaux de recherche d'intérêt défense. Donc lui, c'est un peu différent la mise en œuvre, parce que le DGA RAPID, c'est vraiment sur le guichet, donc sur la page du guichet unique que j'ai montré tout à l'heure. Vous avez accès au lien vers le DGA RAPID avec tous les formulaires et les templates à remplir, etc. Donc c'est financé par la défense, mais c'est bien la défense qui met en œuvre. Dans le cadre de l'Astrid, c'est un peu différent, puisque comme ce sont des projets de recherche plus fondamentaux,
c'est financé défense, mais c'est mis en œuvre, opérationnalisé par l'ANR. Donc, pour ceux qui sont issus un peu de la recherche, qui connaissent, c'est l'Agence nationale de la recherche. Et typiquement, l'appel à projet, il est ouvert à la mi-décembre de l'année. Donc, par exemple, l'édition 2024 était ouverte à mi-décembre 2023 et l'appel se clôt début mars 2024. Donc, pour l'appel Astrid 2025, l'appel à projet sera ouvert probablement mi-décembre 2024 et vous aurez 2 mois et demi pour déposer votre proposition jusqu'à début mars 2025. Voilà. Alors, les projets ici, donc, je l'avais peut-être pas mentionné pour le DG Rapide, mais ça court de 18 à 36 mois. Ici, on a une enveloppe limitée à 400K, 400 kilos euros. Dans le cas du rapide, c'était plus. J'avais pas mis d'enveloppe parce qu'en fait, c'est plus flou. Enfin, il n'y a pas vraiment d'enveloppe définie. C'est au terme des discussions avec la défense que finalement vous arrivez à une assiette projet, une assiette de dépenses. Dans la street, c'est différent. Il y a une limite haute à 400 kilos euros. Voilà. Donc, projet à caractère fortement exploratoire innovant. Avec évidemment une liste de domaines adressables que vous trouvez à droite ici. Ça va de l'ingénierie de formation jusqu'à l'IA, en passant par la photonique, les matériaux, la biologie, etc., etc. Donc tous ces appels, pour rester sur ces domaines d'application, vous pouvez trouver, en fait, si vous questionnez sur l'éligibilité de vos produits et de vos innovations à venir pour la défense, il ne faut pas hésiter à consulter le Droid, dont l'édition 2023 est donc sortie en début d'année 2024, qui est le document de référence de l'orientation d'innovation défense. Donc c'est dans ce document qu'on va retrouver tous les grands domaines adressés par la LPM, donc la loi de programmation militaire. Donc vous pouvez voir aussi ici, j'avais ajouté que la loi de programmation militaire comprenait un patch innovation de 10 milliards d'euros. Alors le patch innovation, si j'ai bien compris, c'est en gros l'idée qui va rechercher énormément d'innovations qu'elle va pouvoir appliquer à ses troupes, à la défense d'une manière générale, dans ses process, voilà. Ça peut même être au niveau administratif, hein, c'est pas que pour le terrain. Entendu, donc ce patch innovation a été mis en place depuis quelques années, là, depuis les événements 2020, Covid, guerre en Ukraine, etc. Donc c'est un patch innovation de 10 milliards d'euros pour dire que voilà, qui doit être conforme aux différents domaines avec les 6 points clés adressés ci-dessous. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est passé dans une guerre de haute intensité. Ça, c'est ce qu'on voit quand on discute avec la défense, même si nous, dans le civil, on ne le voit pas forcément. Mais quand on participe au PME DGA Tour, par exemple, des choses comme ça, c'est des choses que la DGA présente. Et cette guerre de haute intensité fait qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis pour chercher des applications, des innovations utiles au quotidien à la défense. Voilà. Ma dernière slide, après je laisse la parole à ma collègue Laure. C'est une espèce de synoptique un peu des TRL, donc on peut voir en abscisse, versus les domaines d'application donc de défense à dual. Et on voit ici, par exemple, donc le rapide, c'est le grand rectangle bleu au milieu. Donc, on voit que ça adresse des TRL, ce que j'expliquais, on va dire de 2,5 jusqu'à 7 sur des domaines entre dual et défense. L'Astrid, on voit qu'il est un peu plus bas. Bon, l'Astrid maturation, j'en ai pas parlé, peut-être dans un prochain webinaire. On voit qu'en dessous ça, il y a des tests DGA qui existent, donc ouverts au PME, hein, c'est possible. Et après, sur les applis totalement défense, donc on voit qu'il existe des contrats bien différents qui peuvent recourir à des enveloppes qui sont aussi plus importantes. Voilà, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Pour aller dans ces contrats-là, évidemment, il faut souvent être associé à des grands donneurs d'ordre de la défense, par exemple, ce qui est peut-être moins le cas sur des Astrid ou des Rapides. Voilà. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui de tous ces contrats. Voilà. Laure, je te laisse la parole et je reprendrai à la fin pour rapidement sur l'accompagnement minalogique sur ces projets-là. Merci.
Ça va pour toi, Laure? Eh ben, si vous m'entendez, ça va pour moi. C'est bon, tu peux y aller, c'est Ok, bon. C'est à toi. ça m'a fait défaut la connexion. Bonjour à tous. Donc, je suis Laure Quintin, en charge aminalogique des projets européens, notamment essayer de vous aider à accéder à ce type de financement, qu'il soit pour le civil ou aujourd'hui pour la défense. Alors, en Europe, le principal instrument financier pour financer la recherche et le développement dans la défense, c'est le Fonds européen de défense, European Defence Fund en anglais. À ma lecture d'un financement européen de la défense qui était jusqu'à présent plutôt fermé, c'est-à-dire fait par d'appels d'offres réservés aux grands maîtres d'œuvre industriels répondant à de la coopération internationale entre États membres uniquement. On voit depuis maintenant 3 ans, un financement européen de la défense qui s'ouvre à de plus en plus d'acteurs et pour lesquels les PME sont fortement encouragées à candidater, les PME et aussi à la recherche de technologies duales. Donc, l'objectif affiché du Fonds européen de défense, c'est de promouvoir la coopération industrielle avec une forte représentativité de plus en plus des PME, avec des acteurs de la recherche en Europe. Et donc stimuler le développement des capacités de défense en Europe par le biais de financement, mais aussi de plus en plus d'investissements privés également pour les PME. Aider les entreprises de l'Union à développer leurs technologies et les équipements de défense de pointe, avec toujours un objectif d'interopérabilité pour, on va dire, asseoir les capacités de défense européennes. Donc, il y a encore de l'argent, il y a pas mal d'argent même en Europe pour ce type d'appel à projet. Vous voyez 7,3 milliards d'euros pour le programme qui court depuis 2021 et jusqu'en 2027. 2,4 milliards d'euros sont alloués aux appels à projets qui visent des activités de recherche et 4,9 milliards d'euros sont réservés aux projets collaboratifs qui visent des activités de développement. À noter déjà là, mais je vous l'expliquerai un peu plus loin, les activités de développement doivent, elles, être cofinancées par les États membres. Alors, une petite présentation imagée du Fonds européen de défense qui illustre un peu ce que je vous disais donc sur les objectifs principaux, donc soutenir la recherche collaborative et internationale pour des activités de R&D et de développement. Donc, accroître la compétitivité et la capacité d'innover de la European. C'est la base de données européenne des industries de la défense. Forte participation des PME et des acteurs peu connus de la défense provenant avec des technologies duales est encouragée. Donc avec ça, l'Europe entend réduire la fragmentation dans toute l'Europe. Donc la participation aussi d'acteurs peu connus dans la défense est encouragée via des partenariats. Et aussi essayer d'amener plus de compétences et de développer les compétences en UE en matière d'innovation défense. Et ainsi, objectif global, l'Europe, ça reste des gros financements, mais qui répondent à des enjeux, on va dire, politiques quand même assez forts, de soutenir la résilience et l'autonomie stratégique de l'Europe en matière de défense. Donc à droite, les
trois types d'activités que vous pouvez retrouver dans le Fonds européen de défense. En vert, les activités de recherche. En bleu, les activités de développement avec donc des TRL plus élevés. Celles-ci requièrent du cofinancement des États membres. Et ensuite, des activités plutôt… et après, tout ça, par contre, doit prouver que les États membres ont l'ambition d'acquérir les innovations développées dans le Fonds européen de défense. Voilà. Donc, le Fonds européen de défense, c'est majoritairement des subventions. Les candidats ou les pays éligibles sont les structures présentes dans un État membre de l'UE, plus la Norvège. Et bien sûr, il y a un fort regard sur la capitalisation, le contrôle des sociétés. Et il est en fait, en termes d'éligibilité, obligatoire de montrer que vous n'êtes contrôlé par aucune entité hors Union et Norvège. Rapidement, pour illustrer un peu ce que je vous disais, donc le Fonds européen de défense, l'ouverture depuis 2021 à plus d'entités. Le budget du Fonds européen de défense, il est en constante, voire toujours un peu croissant. Donc 2021, 60 projets ont été retenus. En 2022, moins, mais ça correspond au début de la guerre en Ukraine. On voit que ça a aussi un impact sur les budgets alloués au Fonds européen de défense. Il y a eu une petite coupe fin 2022. Et puis 2023, on est revenu sur la même volumétrie, voire un peu plus en termes de budget. Donc, ça représente donc une soixantaine de budgets avec environ un peu moins de 600 participants. Vous voyez qu'il y a à chaque fois une grande représentativité des PME, 42% pour les appels de l'année dernière, et avec une part captée de financement de 18% pour les PME. Les grandes thématiques technologiques couvertes par le Fonds européen de défense. Vous les avez ici, c'est celles qui se retrouvent tous les ans. Comment fonctionne le Fonds européen de défense? Le Fonds européen de défense, tous les ans, il y a un programme de travail, une feuille de route technologique qui est publiée environ 6 mois avant la publication officielle des appels à projets. Donc, chaque année, il y a un appel à projet qui va porter sur ces thématiques-là. Il y en a une quinzaine. Voilà, et ça se décline après. Donc, il y a une quinzaine de thématiques et tout le temps aussi que vous avez en bas à droite, 2 appels horizontaux blancs, c'est-à-dire où toutes les technologies sont attendues du moment en bleu qu'elles apportent des solutions disruptives, des projets de recherche, plutôt TRL bas, et des projets d'innovation, donc plutôt TRL haut, portés par des PME. Donc, ces 2 appels sont blancs. Les autres appels vont rentrer dans des catégories définies chaque année. Comment les appels sont plus ou moins définis? C'est la Commission européenne et l'Agence européenne de défense qui ont des groupes qui s'appellent les CapTech, qui discutent avec les ministères des Défenses et les grands industriels des enjeux d'innovation et de développement actuels sur ces sujets-là. Voilà. Donc,
nous, Minalogic, et vous potentiellement tous les acteurs, pouvons avoir accès à ce programme de travail dès, on va dire, la fin de l'année. On va dire là, 2024, on aura les programmes de travail et les grandes orientations pour les appels à projets qui seront publiés au printemps 2025. Voilà. Là, aujourd'hui, l'appel à projet, les appels à projet 2024 sont ouverts depuis juin pour un dépôt de projet le 6 novembre. Et là, maintenant, c'est là que je vais essayer de vous indenter dans un minimum de détails pour que vous ayez une idée de comment ça se présente. Alors, c'est pas complexe, c'est très complet. Ça répond à une dichotomie un peu européenne. Vous avez vu, il y a les appels recherche, les appels développement, qui sont, eux, des appels thématiques, et après, des appels blancs, qui, eux, sont aussi recherche et développement. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le détail des actions de développement thématiques. Voilà, pour entrer un peu dans la dichotomie. Donc, vous voyez, pour un budget global de 5,8 quasiment millions d'euros. Hop. Excusez-moi, ça ne marche pas. Voilà. Là, vous avez un détail. Alors, ce qui est intéressant pour l'Europe à savoir quand même beaucoup, c'est il y a des identifiants pour les appels. Et beaucoup, souvent, les experts reconnaissent l'appel à leur identifiant. C'est vraiment la carte. Alors, ça ne parle pas sur le sujet, mais quand on recherche des informations, c'est avec cet identifiant que vous trouvez le maximum d'informations. Ces appels-là, ils sont majoritairement et exclusivement portés par des maîtres d'œuvre industriels européens auxquels il faut se raccrocher si vous pensez avoir une compétence qui peut répondre à l'un de ces appels-là. Donc là, c'est juste la présentation globale. Le titre, le scope, c'est en fait qu'est-ce qu'on attend derrière. Le type d'activité financée, donc le Fonds européen de défense attend et a catégorisé le type d'action financée avec derrière des taux de financement qui varient en fonction de l'activité. Donc là, on a des activités, des études, du design, du prototypage et du test pour un système de logiciels de nouvelle génération basés sur de l'IA pour les opérations militaires sur des plateformes sans guide, autonomes et non autonomes. Donc, c'est comment faire avancer des systèmes d'intelligence artificielle pour les opérations militaires. Là, on voit qu'il y aura un projet financé et que l'enveloppe pour cet appel est de 45 millions d'euros. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pour que vous voyez, c'est quand même des gros projets, mais qu'il n'est quand même pas exclu la participation de PME. Il faut se tenir au courant, en fait, auprès de vos contacts, de Minalogic ou de la DGA, si vous êtes, on va dire, identifié par la DGA, comme Tony l'a précisé auparavant. C'est intéressant pour éventuellement reconnaître les porteurs de projets potentiels qui soient en France ou en Europe sur ces guichets-là. Voilà, donc là, il y a 14 appels
pour développer des technologies identifiées comme critiques pour la défense européenne. Vous aurez les slides, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais la lecture, la grille de lecture à avoir, c'est de reconnaître le type d'activité attendue, le nombre de projets et le financement disponible. Voilà, donc la liste des 14 autres, on voit aussi qu'il s'agit de financer les capacités en termes d'aviation, de gyravions, de systèmes de combat voilà, sur le terrain, dans les airs, en aval. Aussi intéressant de voir sur des solutions de réponse aux urgences médicales, tout ce qui va aussi couvrir la chimie, un peu aussi en ligne bien sûr avec le fameux droïde dont parlait Tony aussi, parce que bien sûr la France via l'AID partage ses priorités en termes d'innovation défense avec les autres États membres et la Commission européenne. Voilà. Ici, j'en parlerai pas, je ne vais pas m'étendre parce que c'est juste pour que vous sachiez aussi qu'il existe des appels qui sont fermés et classés secret défense. Voilà, il s'agit en particulier ici de financer des véhicules de combat avec des technologies hypersoniques de pointe. Voilà, donc ça, c'est fermé, mais vous savez que ça existe. Voilà. Ensuite, là, on a un bloc d'appel à projets qui, elles, financent des activités de recherche. Voilà. Les activités de recherche, on est sur des activités, donc type d'activité de génération de la connaissance, d'intégration de connaissances, d'études et de design. Pour des technologies radar, des technologies de modélisation, d'IA, de prédiction, d'aide à la décision, de machine learning. Aussi des activités pour le développement de futurs missiles de nouvelle génération. Alors aussi un peu d'artillerie, enfin de missiles, de systèmes de combat aérien. Et aussi, pareil, toujours sur le naval, pour des systèmes de naval, de cargo. Voilà. Activité où là, la Commission va financer plus d'un seul projet. Voilà, pour des études à nouveau. Donc TRL 4 maximum. Communication sous-marine également pour les activités de recherche et un développement de systèmes de simulation de combat utilisant du serious game et de l'intelligence artificielle et de solutions de simulation et d'AR, VR, voilà, les technologies un peu immersives. Voilà, vous aurez le détail. Alors, ça, c'est un appel intéressant à connaître depuis 2023. La Commission essaie aussi de favoriser l'émergence d'acteurs et de solutions duales. Et là, on a un appel à projet qui, en fait, invite les résultats à tirer parti des résultats des projets européens hors défense, donc majoritairement dans Horizon Europe, provenant d'Horizon Europe, ou d'appels de projets de type Chips GU pour la microélectronique. Et on va partir des résultats et
partenariats, de projets civils pour venir continuer à les développer pour des besoins défense, avec donc du budget Fonds européen de défense. Et là, en 2024, ça touche un appel à projet sur les composants électroniques. Et donc là, cet appel va financer plusieurs projets proposant du développement de composants CMOS et radiofréquences, composants et modules, pour des applications militaires. Donc, il va falloir déposer un projet qui tire parti en fait de résultats d'un projet civil. Voilà. Des projets recherche sous forme de challenge technologique où il est invité à proposer des solutions de drones et d'espace, d'analyse d'images satellitaires. Voilà, donc ça, c'est des challenges où il est question d'intégrer et de générer de la connaissance pour répondre à des challenges, à des enjeux d'utilisation de navigation autonome pour les drones et d'analyse d'images satellitaires multisources. Voilà, donc là encore, vous voyez le budget disponible et le nombre de projets qui pourraient être financés. Voilà, dans certains cas, jusqu'à 3, dans certains cas, uniquement 1. Souvent, c'est le développement du challenge où il n'y en a qu'un et la participation à des challenges où il y en a plusieurs. Voilà. Et je terminerai par donc les 2 types d'appels spécifiques, enfin non spécifiques, donc non thématiques, et donc que moi j'appelle des appels blancs, dont l'objectif est en fait pour de la recherche, développer des technologies disruptives, innovantes pour la défense. Et pour le call, donc il y en a un, pardon, qui est dédié plus particulièrement aux centres de recherche, aux organismes de recherche. Voilà. Et celui-ci est dédié plus particulièrement aux PME pour des actions de recherche, à nouveau, où le consortium doit être piloté par une PME, mais avec la participation d'organismes de recherche. La particularité ici, c'est que 40% maximum de la subvention doit revenir à l'organisme. Donc, le financement de la PME reste quand même majoritaire. Voilà. Alors que là, il n'y a pas d'indication de partage du financement particulier. C'est beaucoup dédié aux organismes de recherche. Et enfin, le dernier, appel blanc, qui finance des activités de développement portées par une PME. Donc là, on est sur des activités TRL plus élevées. Voilà, et où la participation des organismes de recherche n'est pas autorisée. Voilà. Les taux de financement généraux, j'aurais peut-être dû introduire ça au début, pardon. C'est un peu complexe, mais on peut s'y retrouver quand même. Alors, là où c'est simple, c'est pour les activités de recherche. Les activités de recherche, que ce soit pour la generating knowledge, integrating knowledge, studies ou design, c'est du 100%. Pour tout ce qui va être les activités, les projets de développement, les appels à projets de développement que vous avez vu présenter, les taux de financement restent quand même très intéressants. Quand il s'agit d'intégrer de la connaissance, on est sur 65%, 90% pour les études, 65% pour les activités de design, 20% pour le prototypage, 45% pour le test, 70% pour la qualification et la certification et 65% pour l'amélioration de l'efficacité.
Le Fonds européen de défense, pour illustrer un peu ce que je vous ai dit, propose des incitations à la participation aux PME sous forme de bonus, donc PME et ETI. En clair, si vous avez 15% des coûts éligibles de la subvention, enfin 15% de la subvention qui est allouée aux ETI, vous aurez un bonus global sur le budget de 10%. Et si vous allouez plus de 10% des coûts éligibles aux PME dans la subvention, vous aurez alors maximum 35% de bonus si les PME sont transfrontalières, si la participation des PME, la PME est différente, vient d'un pays différent du coordinateur. Donc, il y a maximum 35% de bonus. Et si la PME est française, si le projet est piloté par un Français, par exemple, c'est un bonus de 5%. Donc, la commission affiche qu'en fait, si vous appliquez le maximum des bonus dédiés dessous, vous pouvez atteindre jusqu'à 100% de financement sur des activités d'intégration de la connaissance, 100% pour des études, 100% pour du design, 55%, voilà, et 100% jusqu'à l'amélioration de l'efficacité. Voilà, donc c'est un peu du cas par cas, mais vous voyez quand même, à noter que le taux de financement reste très attractif avec des règles d'incitation à l'ajout de PME. La coopération structurée permanente, c'est ce que la Commission appelle PESCO en langage européen. Et si ce sont des projets qui sont hors cadre Fonds européen de défense, déjà sur des thématiques identifiées comme prioritaires pour, par exemple, la coopération allemande, espagnole, française, qu'on connaît déjà, par exemple, sur Eurocopter, sur l'hélicoptère, ou Eurodrone, sur les systèmes de drones ou les systèmes hélicoptères européens. Voilà, ceci étant dit, j'ai conscience que ça reste encore complexe, peut-être dans la lecture, mais surtout dans l'accessibilité pour des acteurs qui ne sont pas encore dans la défense. Mais nous, Minalogic, on peut vous aider à faciliter cette lecture de façon individuelle si besoin, et à rejoindre un consortium. Donc moi, mes conseils déjà, c'est améliorer votre visibilité et créer votre réseau. Donc pour ça, la commission s'ouvre et les acteurs s'ouvrent, et il y a des événements qui sont pour moi capitaux auxquels il faut participer si vraiment vous avez l'ambition de rejoindre un projet thématique ou l'ambition de porter votre propre projet PME, par exemple, ou votre propre projet recherche, si vous êtes un organisme de recherche, un projet blanc. Donc, les fameux Info Days qui ont lieu généralement en mai. Alors là, ça a déjà eu lieu. Mais pour 2025, l'événement sera reconduit environ à la même époque. Et en France, il y a le forum Eurodef, qui prend aussi de l'ampleur pour aller faire du réseau européen dans la défense. Contactez dès à présent aussi déjà vos partenaires industriels ou académiques, parce que une fois qu'on a le pied dedans, souvent on est appelé. Donc des fois, il n'est pas besoin d'aller chercher trop loin. Un partenaire dans Horizon Europe, un partenaire européen avec lequel vous aurez déjà travaillé, ou un industriel avec qui vous avez déjà fait un POC sur un projet rapide, par exemple. Ou, je ne l'ai pas mis là, la DGA, votre chargé de mission technologique, peut et sait éventuellement quel porteur de projet ou quel projet maître d'œuvre industriel français peut répondre
porte un projet et pourrait avoir besoin de compétences complémentaires. Vous pouvez nous contacter, nous, parce que nous avons aussi les contacts avec la DGA et notamment une personne ressource à la DGA qui s'appelle François Montagne, avec qui nous collaborons aussi sur le Fonds européen de défense. Et Minalogic entretient un réseau de clusters dans la défense, notamment au Danemark et en Estonie, avec qui on peut faire des mises en relation qualifiées, et ça a vraiment marché par le passé. Donc concrètement, si vous avez identifié un des appels à projets que je vous ai présenté et que vous dites, moi, je pense que ma technologie, mon expérience pourrait apporter dans cet appel, on peut essayer de voir comment on peut vous intégrer dans un projet en cours de montage. Alors sans garantie, mais ça vaut toujours le coup. Et ensuite, il existe aussi des plateformes de recherche de partenaires. Donc, c'est à vous d'inscrire votre profil technologique et de éventuellement voir si quelqu'un vous contacte. Alors, c'est peut-être une bouteille à la mer, mais ça peut peut-être ne pas marcher pour 2024, mais vous serez quand même référencé pour 2025. Donc, je vous encourage aussi à aller voir. Vous aurez les sites en direct. Voilà, une petite liste de liens utiles. Donc, les fameux projets PESCO, les projets de coopération structurée permanente. La loi de programmation militaire française pour regarder les priorités capacitaires françaises. Le site web du Fonds européen de défense de la Commission européenne. Les slides qui ont été présentés à l'événement en mai, vous n'avez pas pu y participer, mais la Commission européenne met à disposition librement tous les slides dont je me suis beaucoup inspirée pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas, c'est 200 slides, mais si vous avez le temps de les parcourir rapidement. Et enfin, la plateforme de soumission de tous les appels que j'ai décrits ici est aussi accessible librement via le lien que vous pourrez directement repêcher dans cette présentation. Voilà. Avant de laisser la parole à Tony et de vous libérer, parce que c'est vrai qu'on prend du temps, mais c'est complexe, il y a des choses. J'aimerais aussi parler rapidement, mais vous inviter en, on va dire, prime time. Il y a aussi l'OTAN qui, depuis 2 ans, a lancé son programme d'innovation, son booster qui s'appelle Diana. Et Diana a publié, si j'arrive à trouver, pourquoi je ne le trouve plus, a publié ce matin ses challenges pour lesquels elle attend des solutions portées par des PME. Et alors, pourquoi je n'arrive pas, excusez-moi, à afficher l'écran? Pourtant, je l'ai là. C'est le petit moniteur à gauche, partage de bureau. Je suis désolée. En fait, j'ai mon ordinateur, je peux ouvrir aucune. Sinon, on mettra le lien Tu peux Oui. peut-être commenter comme ça, c'est pas grave. Alors, je peux plus. J'ai mon navigateur qui ne m'ouvre que aucune. Alors là, ça y est, je l'ai ouvert. Dernière tentative. Si ça ne marche pas, on vous l'enverra dans les slides. Alors, fenêtre, écran. Alors, voilà. Non. Diana. Non, je suis désolée. L'écran complet, peut-être, si je fais comme ça. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, ça marche pas. On commande comme ça parce qu'il reste 8 minutes et on a 4 questions, je crois, dans le chat. Donc, voilà. Important, les challenges Diana 2024 autour d'enjeux énergie et puissance, données et sécurité de l'information, capteurs et surveillance, santé humaine et performance,
infrastructures critiques et logistiques. Voilà, si vous pensez avoir une solution, alors vous verrez les détails, une solution, je vous mets dans le chat. Je ne sais pas si je peux. Je vous invite à aller sur la page. Il faut répondre au challenge avant le 9 août. Et à la clé, il y a 100 000 euros pour financer un accompagnement et une incubation de Diana pour financer vos développements, votre développement sur ces technologies-là. Voilà. Ok, je reprends la main. Merci tout pour Laure. Donc, moi. n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur Diana. Juste dans tous ces projets donc sur lesquels vous pouvez vous rendre pour aller chercher un peu de financement, n'oubliez pas que nous proposons un accompagnement qui mène à une labellisation avec des services proposés sur les guichets défense qui peuvent être des sourcings de partenaires si vous avez une idée de projet mais qu'il vous manque un complément technique. Ça peut être un partenaire académique ou un partenaire industriel. On peut discuter avec vous et vous sourcer voilà, toutes ces personnes-là. On participe aux auditions techniques, donc l'équipe innovation chez Minalogic, et on vous relie évidemment les propositions techniques de manière à s'assurer qu'elles sont bien conformes au cahier des charges en fait de ces différents appels à projets. Ok. Donc pour ce faire, on vous envoie aussi une lettre d'engagement puisqu'on associe à cette démarche, à ce service en fait des FIS Project, FIS qui ne sont redevables que si le projet bien entendu est financé. Voilà. Voilà pour nous. Donc, questions-réponses, il nous reste 6 minutes. Alors, j'ai vu apparaître, oui, des questions. Alors, je reprends dans l'ordre. Alors, bonjour, je ne suis pas sûr. Alors, c'était pas une question que l'on voit bien les autres onglets s'ouvrir. Donc, ça, c'est pendant que je parlais tout à l'heure. Alors, désolé si la manip n'a pas bien fonctionné. J'espère quand même que vous avez vu la démarche au départ du guichet unique, la page principale sur laquelle il fallait se diriger pour s'identifier. Parce que vous aurez compris, en fait, que tous ces appels à projets défense passent par une identification préalable, que ce soit au niveau français, européen. En fait, il faut réseauter en fait pour se faire connaître auprès de la défense. Donc ça, on comprend bien que dans les PME, ça nécessite de mettre un peu d'énergie là-dedans, d'avoir des gens qui vont faire ça, etc., etc. Mais je pense que ça vaut le coup parce qu'il y a quand même après un peu d'argent pour innover en fait dans ces domaines-là, à aller chercher. Il y a un effort à fournir, mais il faut le faire, je pense. C'est intéressant, surtout aujourd'hui dans la situation géopolitique actuelle où la défense au sens large cherche quand même beaucoup à rentrer en contact avec les PME et avec des innovations qu'elles n'auraient pas identifiées. Alors, deuxième question, est-ce que ça a changé? Il y a 18 mois, quand on essayait de se faire connaître, on n'avait aucune réponse positive ou négative, même si on travaillait déjà avec la défense. Alors, je pense que c'était pendant que je parlais, c'était à 11h08, donc c'est plutôt pour la défense française. Effectivement, j'ai parlé un peu à un moment de process assez flou. Donc, nous, on peut relayer aussi des demandes. Nous, on est financé par la défense. Donc, le réseautage, l'identification auprès de la défense, ça peut être aussi un coup de fil à l'équipe Minalogic. Est-ce que vous pouvez rediriger? Voilà. On s'est identifié sur le guichet unique. Est-ce que vous pouvez nous aider aussi à faire remonter notre dossier qu'on a déposé sur la plateforme, mais on aimerait voilà, être plus proactif, etc., etc. Nous, on propose ça, on le fait. Par contre, pour être honnête, une fois qu'on a fait ça, qu'on a aussi poussé un dossier, etc., etc., le chemin de décision et le feedback de la défense sur la PME concernée qui cherche à s'identifier, pas trop de visibilité là-dessus, donc je peux pas dire que c'est mieux qu'il y a 18 mois aujourd'hui. Je suis désolé, je peux pas pouvoir répondre plus en détail à cette question. Bonjour, dommage de ne pas parler de ce qui est moins connu, les contrats PAI, PTD et OER, ce qui figurait sur le diagramme tout à l'heure, la synoptique TRL. Là. Effectivement, bon, ça, c'est des contrats dont on est moins au fait chez Minalogic et dans les pôles en général, je pense. Effectivement, les pôles qui travaillent avec la défense mettent plutôt en avant surtout rapide, en fait. Et puis un peu la street, mais c'est surtout le rapide en fait qu'on nous demande de
de vendre, en fait. Hein. Après, ces autres contrats sont peut-être les PAI, PTD, OER, c'est plutôt des contrats, souvent où il peut y avoir peut-être un donneur d'ordre de la défense, ou voilà, donc c'est moins dans nos cordes, en fait, de suivre ces dossiers-là. Donc, peut-être une question pour Laure. Pour moi, tous les appels EDF, enfin, FED thématiques, sont fermés aux PME et ETI dès lors qu'il n'y a qu'un projet financé par appel. Je ne sais pas si Laure, tu peux commenter. Alors non, il n'y a bien sûr aucune règle qui impose. Dans la pratique, cela peut arriver, mais ce n'est pas une généralité. J'ai un exemple d'un appel thématique où il n'y aura qu'un seul appel financé, où le consortium est ouvert. Donc, dans la pratique, alors c'est vrai que je vous l'ai dit, hein, les appels à projets défense au niveau européen s'ouvrent. Il y a peut-être des pratiques très fermées qui perdurent, mais c'est pas une règle. Une règle. Les appels EDF ne sont pas systématiquement fermés aux PME ou aux ETI, dès lors qu'il n'y a qu'un projet financé par appel. Okay. Voilà, donc ça vaut le coup de suivre quand même la démarche, et effectivement, si vous tombez sur un appel fermé, je pense que les appels liés à Eurodrone ou Eurocopter, sûrement, d'autres, notamment sur la cyber ou sur l'IA, sont plus ouverts. Ok. Donc, ce webinaire se termine. Je profite juste de 20 secondes pour vous faire la promotion. J'espère que vous allez voir mon onglet. Donc, l'armée nous demande de promouvoir ce forum auquel on participe pour l'organisation. Donc, c'est un forum idée qui aura lieu à Lyon le 17 octobre. Donc, pour faire très très simple, puisqu'on est déjà à midi, je ne vais pas détailler. C'est une forme de PME DG à Tours sur une déclinaison qui est peut-être plus civile. Et l'armée cherche, donc ce sera la 2e édition. Donc c'est tout nouveau. L'armée cherche à le pérenniser sur plusieurs années. La première édition a eu lieu en 2022 en région. Et l'idée, c'est un peu de faire un PME DG à Tours, mais beaucoup plus large avec un panel d'entreprises beaucoup plus large que ce que l'on peut rencontrer dans les PME DG à Tours en région. Je vais pas détailler plus ici. On vous mettra aussi sûrement le lien dans le follow-up en fait de ce webinaire. Voilà, donc vous recevrez ce lien et vous pourrez regarder plus en détail le contenu. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce webinaire aura été utile pour vous. N'hésitez surtout pas à contacter les équipes de Minalogic si vous avez la moindre question. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.